J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de la Commission des finances qui, pour l'essentiel, est une séance publique consacrée à une audition plurielle sur un phénomène nouveau, c'est-à-dire celui des monnaies virtuelles. Et viennent à notre rencontre à ce sujet les membres d'un panel tout à fait diversifié et intéressant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord, mes chers collègues, vous faire approuver deux désignations de rapporteurs. Nous devons désigner un rapporteur pour la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey visant à renforcer la protection des épargnants titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'avoirs bancaires. Le rapporteur général François Marc, si j'ai bien compris, accepterait cette charge supplémentaire, il nous le confirme. Vous n'êtes pas hostile à ce qu'il soit désigné? Alors, aucune main ne se lève, aucune voix ne se fait entendre, donc il est désigné. Ensuite, il y a lieu de désigner un rapporteur pour un rapport thématique qui sera conjoint avec la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois et qui portera sur les dispositions législatives relatives au pouvoir de sanction des régulateurs financiers, notamment issu de la loi du 22 octobre 2010, dite de régulation bancaire et financière. Je pense que Mme Damarzit, ici présente, ça lui dit quelque chose de ses activités coupables de la période précédente. Et donc, pour ce rapport, conjoint avec la commission que préside M. David Assouline, mais enfin, le travail va être fait par notre secrétariat, et il vous est proposé que le président de la commission, moi-même, puisse être désigné. Bon, s'agissant de dispositions que d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, quand j'étais dans vos fonctions, j'avais rapporté, voire initié, et donc aller voir ce que ça devient ne me déplaît pas. Voilà. Donc, y a-t-il des objections à cette désignation? Pas d'observation particulière. Il en est ainsi décidé. Alors, nous passons donc au vif de notre matinée. Et certains ont pu être surpris que nous décidions de faire cette audition ce matin. Il n'y a pas lieu d'être surpris. La Commission des finances du Sénat, depuis 2008-2009, s'efforce d'approfondir les changements, souvent changements structurels de très grande portée, liés à l'irruption de l'économie numérique dans la vie économique et financière. Nous avons pris ce sujet par différents angles, notamment par l'angle fiscal, et nous avons été, je crois pouvoir le rappeler, la première instance parlementaire à missionner un cabinet indépendant pour mieux comprendre les enjeux en matière de fiscalité des entreprises multinationales du numérique. Mais, naturellement, la fiscalité n'est pas tout, même si la fiscalité est bien précieuse pour payer les charges de l'État, et qu'il faut veiller à son équité et à l'évolution des assiettes en fonction de la réalité économique et technologique. La fiscalité n'est pas tout. Les considérations relatives à la politique monétaire, à la protection des opérateurs et des épargnants, à la sécurité du système financier, sont également, parmi d'autres, des préoccupations qui peuvent être bousculées par l'évolution spontanée
des technologies et des pratiques. Donc, mes chers collègues, nous pensons être dans notre rôle lorsque nous nous efforçons d'approfondir le sillon. C'est ce que nous avons fait, par exemple, avec deux de nos collègues ici présents, Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, qui nous ont présenté il y a quelques semaines un rapport très concret, nourri de leur contrôle sur pièce et sur place, sur le rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur Internet. Nous avons pu observer qu'en la matière, ce n'est pas une petite faille, c'est un énorme fossé qui est en train de se créer, et que tout ceci appelle des réponses à la fois organisationnelles, administratives, juridiques, normatives au plan national, mais aussi, bien entendu, au plan communautaire, puisque toutes ces problématiques liées à l'essor de l'économie numérique, naturellement, ont pour caractéristique de ne pas pouvoir être enfermées dans l'Hexagone, mais de devoir être traitées en conformité avec le droit communautaire, qui lui-même, bien entendu, n'a qu'une vision partielle des choses. Nous voici donc réunis pour cette audition conjointe qui, je le répète, est dans la droite ligne de nos précédents travaux. 6 intervenants. Madame Delphine Damarzit, chef du service du financement de l'économie, donc c'est vous qui financez l'économie, naturellement, à la Direction générale du Trésor. Monsieur Denis Baud, directeur général des opérations à la Banque de France. Je suppose que l'on reconnaîtra à la Banque de France l'indépendance de son statut, la neutralité de ses appréciations, en particulier techniques. La Banque de France est placée institutionnellement en tant que telle et que membre de l'eurosystème dans cette position d'indépendance. Monsieur Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. En d'autres termes, TRACFIN. Or, bien entendu, quand une chose circule qui n'est pas tout à fait de l'argent tout en étant, en y ressemblant, mais selon des modalités innovantes, bien sûr, on ne peut que penser au risque de dérapage, de camouflage, d'utilisation pour toutes les industries du mal qui sont particulièrement fécondes, n'est-ce pas, sur notre planète et qui le seront toujours. Ensuite, absolument. Ensuite, M. Jean-Michel Cornu, qui est le directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, donc qui nous expliquera ce que cela veut dire et ce que nous pouvons en tirer. M. Jean-Paul Garcia, le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED, qui est ici au cœur de ses responsabilités. Et puis, l'opérateur qui va venir qui a le mérite d'être parmi nous en tant que professionnel et promoteur de ces mécanismes de paiement innovants, M. Gonzague Grandval, président de Pemium SAS. Alors, je vais vous proposer un mode d'organisation qui devrait nous permettre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, de rendre le débat interactif et de l'animer tout en utilisant vos présences aux uns et aux autres au mieux du contenu de notre audition. Je vous fais donc la proposition suivante. Je m'apprête à donner la parole successivement à M. Baud pour la Banque de France, à M. Grandval pour l'opérateur, à M. Cornu
qui s'exprimera en termes plus scientifiques et technologiques. Propos liminaires, et je leur demande de ne pas excéder 5 minutes. Ensuite, le rapporteur général va jouer avec son efficacité habituelle son rôle de sparring partner, si j'ose dire, et puis il va relancer avec des préoccupations, des questions, et il posera ces questions à l'ensemble du panel, mais peut-être aussi aux 3 intervenants de Bercy qui s'exprimeront ensuite, donc Madame Damarzit, Monsieur Carpentier et Monsieur Garcia pour respectivement le Trésor, Tracfin et les douanes. Ensuite, débat général auquel les uns et les autres participeront. Alors, pour lancer le débat, je me bornerai à citer un document adressé au Sénat américain en novembre dernier, ce n'est pas vieux, dans lequel la Réserve fédérale estime, sous la signature de M. Ben Bernanke, que les monnaies virtuelles sont prometteuses à long terme pour autant qu'elles deviennent plus sécurisées. Alors, c'est une formule très équilibrée, c'est bien balancé, on ne peut pas en attendre moins d'un banquier central qui ne peut pas apparaître comme hostile à l'innovation tout en étant naturellement soucieux de sécurité. Je souhaiterais savoir si les intéressés sont d'accord avec cette analyse, s'ils pensent que l'essor des monnaies virtuelles est inéluctable, s'il ne s'agit que d'un feu follet sans lendemain, d'une simple expérience qui n'aurait pas vocation à prendre de l'ampleur. En d'autres termes, il faut nous aider à nous situer dans ce monde nouveau. Nous ne pouvons plus, mes chers collègues, faire semblant de gérer tout ce qui est classique et qui ne nous pose pas de problèmes conceptuels, alors que la réalité contourne bien souvent les réglementations, la fiscalité, les régulations financières, et que la course est sans fin, en quelque sorte, enfin, sinon entre les gendarmes et les voleurs, mais en tout cas entre les entreprises qui font la vie économique et les autorités publiques qui s'efforcent d'apporter un cadre de sécurité, de rationalité et d'équité à l'ensemble des agents économiques. Alors, ayant ainsi posé en quelque sorte le décor, je me tourne vers M. Denis Baud, directeur général des opérations à la Banque de France. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça vous soucie? Quelles sont, si oui, vos préoccupations? Quels sont vos conseils à la représentation nationale? Merci de bien vouloir vous exprimer sans détour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir convié la Banque de France à cette audition conjointe dédiée aux enjeux relatifs à ce que l'on appelle communément les monnaies virtuelles, dont le Bitcoin est sans doute l'exemple le plus connu du grand public. Avant de traiter directement les questions qui ont été posées par Monsieur le Président, je voudrais souligner en introduction que le terme de monnaie ou de moyen de paiement appliqué au Bitcoin est largement un abus de langage pour des raisons à la fois économiques et juridiques. En effet, selon une définition économique généralement admise, la monnaie est un actif qui remplit 3 fonctions: d'unité de compte, d'instrument d'échange et de réserve de valeur. Les bitcoins et les autres dispositifs similaires ne répondent que très partiellement et imparfaitement à cette définition de la monnaie. En effet, s'ils fournissent une unité de compte, d'une part, leur fonction d'échange est limitée aux seuls commerçants, principalement sur Internet,
ayant pris volontairement l'engagement qu'ils peuvent remettre en cause à n'importe quel moment d'accepter les bitcoins en règlement des biens et des services, et d'autre part, leur fonction de réserve de valeur est pour le moins incertaine. Leur convertibilité en monnaie ayant cours légal est aléatoire et leur valeur très fortement variable. En outre, l'émission et la gestion de bitcoin ne relèvent pas du champ des moyens de paiement reconnus par notre code monétaire et financier et régulés à ce titre. Ils ne relèvent pas en particulier de la monnaie électronique, à laquelle on pourrait être tenté de les assimiler, car ils ne sont pas émis contre la remise de fonds. Ils ne bénéficient pas de ce fait d'une garantie de remboursement au pair dans la monnaie qui a cours légal, c'est-à-dire l'euro émis par les banques centrales de l'eurosystème, ou dans les monnaies de banque qui lui sont strictement liées, c'est-à-dire celles émises par les institutions bénéficiant d'un statut d'établissement de crédit ou d'émetteur de monnaie électronique. Toutefois, du fait de l'apparition de plateformes permettant l'achat et la vente d'unités de compte virtuelles comme le bitcoin contre la monnaie ayant cours légal ou reliée à celle-ci, un nombre croissant d'utilisateurs peuvent acquérir ces unités de compte virtuelles. De plus, du fait de la faiblesse du coût d'utilisation de ces unités de compte virtuelles, certains pourraient être tentés d'y voir une alternative attractive aux monnaies et moyens de paiement dont l'émission et la gestion est régulée, en particulier pour régler des transactions sur Internet. Une telle perspective ne peut laisser indifférent une banque centrale comme la Banque de France, chargée par le législateur de s'assurer de la sécurité des systèmes et des moyens de paiement, car elle pourrait conduire à une fragilisation de notre système de paiement sous l'effet du développement des dispositifs les moins-disants en matière de sécurité, source de risques pour leurs utilisateurs et pour notre économie de façon plus générale. Donc la sensibilisation des utilisateurs de monnaies virtuelles comme les bitcoins aux dangers associés à leur utilisation est particulièrement nécessaire et importante. C'est pourquoi la Banque de France a, comme d'autres banques centrales et autorités publiques en Europe, en Asie et aux États-Unis, publié le 5 décembre 2013 un document dans lequel elle souligne en particulier deux de ces dangers. Le premier est que, de par leur caractère anonyme, les monnaies virtuelles comme le bitcoin peuvent être utilisées pour contourner les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je ne développerai pas ce point, je pense que d'autres intervenants aujourd'hui, ce matin, le feront. Le second danger est financier pour leurs détenteurs, et cela pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'aucune autorité ne veille à la mise en place des conditions nécessaires pour assurer la sécurité des coffres-forts électroniques qui permettent le stockage des unités de compte virtuelles telles que les bitcoins. Dans ce contexte, les détenteurs n'ont aucun recours en cas de vol de ces unités de compte par des pirates informatiques. Deuxième raison, c'est que la convertibilité en monnaie ayant cours légal, qui est nécessaire pour tirer les bénéfices d'une spéculation sur l'évolution de leur valeur, n'est pas garantie. Ainsi, les investisseurs ne peuvent récupérer leurs gains que si d'autres utilisateurs désirent acquérir les unités de compte virtuelles. Le système peut donc à tout moment s'effondrer lorsque les investisseurs veulent dénouer leur position, mais se trouvent détenteurs d'avoirs devenus illiquides. Un commerçant ne pourra donc pas accepter de manière significative les paiements en unités de compte virtuelles sans s'exposer à des risques substantiels de liquidité, financiers, opérationnels. Il en est de même pour les consommateurs. En outre, ces derniers, qui disposent, en réglant leurs transactions en euros, des garanties associées aux moyens de paiement couverts par la directive concernant les services de paiement, notamment le remboursement en cas de paiement non autorisé, ne peuvent bien évidemment pas se prévaloir d'une garantie équivalente dans le cas d'utilisation des monnaies virtuelles. Donc, je voudrais, pour conclure mon intervention, souligner que cette prise de conscience des caractéristiques et des dangers liés à l'utilisation des monnaies virtuelles, qui n'en font pas de parfaits substituts à la monnaie légale et aux moyens de paiement scripturaux, apparaît d'autant plus nécessaire qu'il existe aujourd'hui des solutions, non seulement sûres, mais également efficaces de paiement sur Internet. Et je rappellerai à ce titre les efforts entrepris en France pour renforcer la sécurité des paiements par carte sur Internet, par la mise en œuvre de dispositifs d'authentification renforcés, sous l'impulsion notamment de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement,
effort relayé désormais au niveau européen par le projet de révision de la directive sur les services de paiement et les recommandations du Forum européen sur la sécurité des moyens de paiement, qui s'appelle SecurPay. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Permettez-moi, en m'exprimant comme Monsieur Tout-le-Monde, de vous poser une question toute simple, peut-être un peu fruste, mais à laquelle peut-être vous pourriez tâcher de répondre par oui ou par non. Est-ce que le Bitcoin, c'est de la fausse monnaie? Je répondrai par oui ou par non? Pardonnez-moi, je vous provoque un peu. Ça n'est pas de la monnaie, je répondrai à... Ah, voilà, ce n'est pas de la monnaie. Donc dès lors que ce n'est pas de la monnaie, ça ne peut pas être vrai ou faux. La notion de fausse monnaie voilà. a une connotation très particulière. Oui. Donc, pour ça que je ne veux pas utiliser cette expression, mais ça n'est pas de la monnaie. C'était le premier point de mon intervention, au sens où on la définit habituellement. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. Alors, je me tourne vers Monsieur Grandval. Vous êtes un expert, praticien de cette chose, n'est-ce pas, que l'on ne va pas nommer, qui n'est pas de la monnaie, mais qui circule, qui, semble-t-il, se développe. Et la société que vous avez fondée, Paymium, est une des premières start-up françaises qui élabore des solutions de paiement en Bitcoin. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe, nous apporter votre vision de ce sujet? Alors, est-ce un marché porteur? Est-ce une niche en termes de développement du secteur numérique? Est-ce que c'est vraiment un levier essentiel? Est-ce que cette chose va être créatrice d'emplois? Comment mesurer tout cela? Les agents dans les transactions, y trouveront-ils leur compte? Enfin, est-ce que vous pouvez nous aider, sinon à toucher cette chose qui est par définition virtuelle, mais du moins à essayer de comprendre ce qu'elle est réellement et si elle est vertueuse ou vicieuse, ou les deux à la fois, comme sans doute chacun d'entre nous. Alors, allez-y. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Dans les 5 minutes qui me sont imparties au démarrage, je vais essayer de vous présenter ce qu'est Bitcoin, et pas forcément les avantages, les opportunités, mais vraiment ce qu'est Bitcoin de notre point de vue. Je n'ai pas pu projeter ma présentation, donc vous avez normalement des documents qui vous ont été remis. Je vous propose qu'on les passe assez rapidement, puisque 5 minutes, le délai est assez court. Alors Bitcoin, effectivement, ce n'est pas une monnaie. Bitcoin, c'est avant tout une technologie. Et Bitcoin, c'est une technologie qui est libre et qui existe depuis plus de 5 ans maintenant. Elle a été spécifiée en 2008 et mise en activité en 2009, en janvier 2009. Bitcoin, c'est une technologie, et plus précisément, c'est un protocole. Ce protocole technique définit 2 choses. À la fois, un réseau de transactions sur Internet, complètement décentralisé, peer-to-peer et open source. Ce sont des mots à la mode et techniques, mais qui ont des implications très importantes. Et en même temps, Bitcoin, c'est l'unité de compte qui circule sur ce réseau. Je ne parle pas de monnaie, où on en parlera après de façon plus rapide, en disant que c'est une monnaie électronique peut-être, même si ça n'a pas la définition légale d'une monnaie électronique. C'est une unité de compte qui circule sur ce réseau. Parler de Bitcoin en ne parlant que de l'unité de compte, c'est oublier la moitié du sujet, qui est le réseau de transactions électroniques. Et Bitcoin est d'ailleurs défini ainsi comme un système de paiement électronique. Ça n'a jamais été défini comme une monnaie. C'est un système de paiement électronique. Ce système a de la valeur pour 2 raisons. D'une part, le réseau existe aujourd'hui avec un nombre d'utilisateurs important, avec une puissance de calcul informatique distribuée très importante, avec une résilience forte et une sécurité qui s'accroît de jour en jour. Face à ça, une des caractéristiques de l'unité de compte Bitcoin, c'est qu'elle est émise en quantité limitée. Ce qui fait de Bitcoin une unité de compte rare qu'on pourrait assimiler à une action d'un réseau Bitcoin, qui est un réseau libre. On est là face à un statut un peu hybride de cette unité de compte. Sur la slide 2, je vous présente ici la façon dont sont opérés les paiements électroniques.
Le système que vous voyez en haut à gauche, c'est un système à 4 coins qui est le système de fonctionnement des paiements électroniques de manière classique par carte bancaire, faisant intervenir un marchand et un porteur, et au-dessus d'eux, la banque du marchand et la banque du porteur. Ce système de paiement est fondé sur le prélèvement du montant à payer sur le compte du porteur. Cette mécanique est celle qui implique aujourd'hui un certain nombre de fraudes au paiement par carte, puisque pour tout type de paiement, je suis obligé de révéler l'ensemble de mes informations bancaires de paiement pour procéder à un quelconque paiement. Qu'il soit de 5 € ou de 1 000 €, je vais livrer les mêmes informations. Après, je dois faire confiance au système et aux garanties qu'il apporte pour que seul le montant du paiement soit prélevé et une seule fois. Le système a trois éléments que vous voyez. C'est un système de paiement privatif de type American Express, où American Express est à la fois le prestataire du marchand et du porteur. On n'a pas deux banques dans ce cadre-là. Et enfin, on a les systèmes qu'on appelle de pair à pair. Aujourd'hui, souvent galvaudés, puisqu'on parle généralement de pair à pair pour des systèmes privatifs, donc avec un tiers de confiance. Bitcoin est la première instanciation d'un réseau véritablement de pair à pair, sans tiers de confiance au milieu, la confiance étant distribuée à l'ensemble des participants au réseau. J'approfondis pas, j'ai pas beaucoup le temps. Je ne passe pas sur les slides 3 et 4 qui décrivent comment sont réalisées des transactions sur le réseau Bitcoin. Je voudrais simplement souligner que le protocole Bitcoin étant un protocole libre, l'ensemble de la technologie appliquée est auditable par tout le monde. Et cela fait 5 ans désormais que tout le monde audite cette technologie et que tout le monde est tombé d'accord pour dire que la technologie était extrêmement sûre et extrêmement vertueuse. Donc, si vous voulez, on pourra, lors d'une autre séance, approfondir ces sujets techniques. Le point d'après présente la vision de Bitcoin d'Eupemium. En tant que technologie innovante, nous assimilons Bitcoin à la même mesure que Internet, l'email ou la voix sur IP. Ces technologies sont des technologies libres qui, en leur temps, ont bouleversé de nombreuses habitudes, qui, en leur temps, ont toutes été décriées. C'est pas surveillé par la NSU, non? Qui sont toutes aujourd'hui surveillées, mais non régulées, car non régulables, car totalement libres, mais toutes surveillées. Bitcoin, aujourd'hui, c'est la première instantiation d'une technologie libre dans le domaine du paiement électronique. Ça n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent, et c'est la première fois qu'un protocole technique libre permet de réaliser des transactions de paiement électronique. Ça devrait être un point suffisant pour s'arrêter et considérer que cette technologie est peut-être à l'origine d'opportunités importantes dans le domaine du paiement, comme l'email l'a été dans le domaine des communications ou la voix sur IP dans le domaine des télécommunications. Juste encore... Non, vous n'aviez pas terminé, pardonnez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, comme... Peut-être 2 minutes. Allez-y. Le point d'après, le slide d'après vous présente un certain nombre de moyens de paiement électronique dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui. Je citerai PayPal, que tout le monde connaît, et aujourd'hui en France naissent de nombreux moyens de paiement électronique à l'initiative de banques, tels que Paylib ou d'autres systèmes de paiement. Tous ces systèmes de paiement ont un point en commun, c'est slide d'après, c'est qu'ils sont tous privatifs. Aujourd'hui, si vous êtes un porteur d'un moyen de paiement PayPal ou un porteur d'un moyen de paiement Byster par les opérateurs télécoms ou Paylib par 3 banques, vous ne pouvez pas vous payer les uns les autres. Vous parlez la même monnaie, vous êtes dans le même pays avec les mêmes opérateurs technologiques, des banques communes qui dialoguent ensemble, mais vous ne pouvez pas, avec ces moyens de paiement, échanger les uns avec les autres. C'est ce qui génère aujourd'hui un accès très limité à ces moyens de paiement et un développement visiblement voué à l'échec. Il y a 30 ans, en France, a été créé le groupement carte bancaire, qui a eu un mérite unique dans le monde entier, c'est de développer l'usage de la carte bancaire en France grâce à l'interbancarité et au fait qu'on ne se pose pas la question aujourd'hui, en étant client d'une banque, avec une carte, et lorsqu'on va chez un marchand qui est dans une autre banque, de savoir si on va pouvoir payer chez lui. C'est ce qui a permis carte bancaire. Aujourd'hui, réaliser un groupement carte bancaire dans le cadre des moyens de paiement électroniques serait un effort insurmontable pour qu'il soit réalisé à l'échelle au moins européenne, sinon cela n'aurait pas de sens. Pour
promouvoir l'interopérabilité des moyens de paiement, il faut s'adosser sur des technologies et libres, qui plus est, pour que tout le monde soit d'accord sur la technologie qui est utilisée. Bitcoin peut être cette technologie, et donc nous le considérons comme une passerelle et comme un moyen d'interopérabilité entre les moyens de paiement au bénéfice des porteurs et des marchands, et donc indirectement des banques et des tiers de confiance sur les systèmes de paiement qui vont pouvoir construire des solutions adossées à ce protocole. Pour finir, je vais passer directement au dernier slide qui présente Bitcoin Central. Bitcoin Central est le cœur de notre activité aujourd'hui chez Paymium. Il s'agit d'une place de marché sur laquelle des acheteurs et des vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, peuvent acheter ou vendre des bitcoins, faisant de Bitcoin Central une passerelle de paiement entre les euros et le réseau Bitcoin, et inversement. Cette place de marché fonctionne en partenariat avec un établissement de paiement, qui est un organisme agréé par la Banque de France, qui pourra nous en parler peut-être tout à l'heure, autorisé à exercer des activités de paiement électronique. Pour notre part, il réalise la tenue de compte de nos clients en euros, dans le respect des règles prudentielles de connaissance des clients, et avec donc une connaissance du client très forte dès le premier centime d'euro sur chacune des transactions. La sécurité chez Bitcoin Central est un point majeur et nous pratiquons une politique de stockage des bitcoins de nos clients à 100% hors du réseau. C'est un point un petit peu complexe qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Et enfin, notre territoire pour Bitcoin Central, c'est l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché français. Le marché Bitcoin, il est majoritairement américain. En Europe, il est majoritairement nord-européen. Force est de constater qu'en France, il est le moins développé des pays européens, ou presque. Donc il est de notre devoir, et c'est un enjeu important pour nous, de développer notre activité partout en Europe pour faire émerger un acteur européen majeur dans le domaine du paiement électronique de demain, qui s'appuie sur une réglementation française et européenne depuis l'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Puis-je également vous poser deux questions très simples, attendant des réponses très brèves. Première question, a-t-on une idée du volume des transactions annuelles en France sur cet instrument? Alors, nous avons une idée, nous, en tant qu'opérateurs de l'activité sur notre place de marché. En revanche, il est difficile d'estimer le volume d'activité en France à proprement parler. Donc ça, je n'aurai pas de chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs, les porteurs français ou les utilisateurs français de Bitcoin ne sont pas cantonnés à un usage en France. Aujourd'hui, ils l'utilisent majoritairement sur des pays étrangers. En revanche, on assiste de plus en plus à un intérêt croissant des marchands français. OK. Deuxième question, toujours réponse très simple, très claire, lapidaire. Vous nous parlez de Bitcoin central, de l'architecture du système, du réseau. Il y a sans doute des moyens puissants qui permettent à tout cela de fonctionner. Ça appartient à qui? Ça rapporte à qui? C'est déclaré où? Alors, le système n'appartient à personne d'autre qu'à tous ses utilisateurs. Le système email n'appartient à personne. Le système Bitcoin n'appartient à personne, il appartient à tous ses utilisateurs. Et donc, la valeur du réseau, comme je le disais tout à l'heure, elle est uniquement fondée sur le nombre d'utilisateurs et l'usage qu'ils font de ce réseau. Enfin, ça appartient à personne, mais quand même, les profits appartiennent aux grands opérateurs internationaux qui utilisent ces canaux. Alors, et ça, ce n'est pas du bénévolat. Les profits liés au réseau Bitcoin à proprement parler viennent uniquement servir les processeurs du réseau Bitcoin. Ce sont des profits internes au réseau. En revanche, sur ce réseau se construisent des activités commerciales comme la nôtre, qui effectivement ont vocation à générer des profits dans leurs activités. Mais le réseau Bitcoin, de façon autonome, génère des profits exclusivement au bénéfice des processeurs du réseau, qui sont des pairs dans le réseau pair à pair. Merci beaucoup d'avoir bien voulu jouer le jeu. Je me tourne à présent vers Monsieur Cornu. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, laquelle est un think tank, un cercle de réflexion, de recherche, qui réfléchit sur les transformations numériques. Et dans ce travail, vous faites participer de nombreux acteurs publics et privés. Alors, de votre point de vue, est-ce que tout ça
est important ou anecdotique, structurant ou non? Y a-t-il péril? Y a-t-il chance? Dans quelle proportion? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir. Alors, depuis 3 ans à peu près, nous avons fait un travail sur ce qu'on a appelé l'innovation monétaire avec 160 personnes donc, qui sont des banquiers, des économistes, des innovateurs ou de simples citoyens. Et nous avons cherché à comprendre quelles étaient effectivement les opportunités et les risques. Le biais que je vais prendre est celui de l'innovation, c'est-à-dire que nous créons actuellement de la valeur par l'innovation, c'est une chose. Il existe un certain nombre d'innovations, alors technologie, de services. Aujourd'hui, même l'innovation technologique n'est pas suffisante. Aujourd'hui, l'innovation économique, dont fait partie l'innovation des... Alors, je ne vais pas utiliser le terme de monnaie, mais des mécanismes de type monétaire, pour être un peu plus précis, eh bien, présente un certain nombre d'opportunités pour rendre possible d'autres types d'innovations. Comme toutes les innovations, par exemple biologiques, eh bien, elles peuvent comporter des risques et donc il faut comprendre à quel moment il est nécessaire de laisser passer des tests et quels sont les risques par contre encourus de manière à ce que l'on puisse à un moment donné choisir effectivement ce que l'on souhaite ou non. Par rapport à ça, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses et je vais essayer d'élargir le propos de Bitcoin et même peut-être des monnaies virtuelles, parce que le mot virtuel lui-même n'est pas forcément une caractéristique suffisante, loin de là. On a parlé tout à l'heure, M. Grandval parlait effectivement de monnaie pair à pair ou de monnaie libre ou de choses comme ça. En fait, il existe un certain nombre de monnaies qui sont différentes, que l'on va appeler complémentaires dans un premier temps. Tout d'abord, il y a des monnaies effectivement de type non économique, comme les fameuses CEL, les systèmes d'échange locaux, qui posent un certain nombre de questions qui ont déjà par ailleurs été abordées dans différentes instances. Des monnaies de réputation qui permettent que si je vous trouve sympathique, eh bien, je vous donne un $, ou alors un Explorateur, qui sont des monnaies qui finalement posent relativement peu de questions, mais qui permettent de faciliter les fonctionnements des réseaux sociaux et ont très peu d'impact de monétaire, même si on appelle ça monnaie à titre justement pas tout à fait juste, ou même plus récemment les données qui sont des mécanismes non plus pour faciliter l'échange, comme le seraient les monnaies, mais des mécanismes pour faciliter le don. Ça, c'est une chose, mais ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est les mécanismes monétaires qui, eux, vont avoir trait aux échanges, éventuellement aux échanges commerciaux. Alors, il y a effectivement les monnaies locales complémentaires qui sont, elles, réduisent le champ de l'échange à un territoire, comme le sol violette à Toulouse, l'éole à Brest, à différents endroits. Ils présentent un certain nombre de caractéristiques aussi. Et puis des monnaies affectées qui, elles, vont réduire, au contraire, non plus le territoire, mais ce que l'on en fait. Je vais vous prendre un exemple très rapide. À Curitiba, au Brésil, eh bien, une monnaie, cette monnaie-là, vous ne pouvez la gagner que en triant vos déchets, et vous ne pouvez la dépenser que dans les transports en commun. Et cette petite monnaie, qui finalement représente l'équivalent d'une masse monétaire insignifiante, a fait des changements de transformation énormes et des économies à Curitiba gigantesques, au point de devenir la capitale verte du Brésil. Donc pour vous montrer que l'impact n'est pas simplement que sur la masse monétaire. Et troisièmement, et celui qui va nous intéresser, c'est ce que j'appellerais des monnaies alternatives qui ne se limitent pas forcément qu'à l'échange, mais qui peuvent avoir un impact, en particulier, pourquoi pas, investir, prêter, ou spéculer, ou autre chose. Dedans, on y trouve des monnaies un peu plus anciennes, comme le VIR suisse, qui permet, par exemple, en Suisse, d'échanger lorsque la monnaie, le franc suisse, n'est plus suffisant, depuis 1933. Aujourd'hui, ça représente 25% des PME suisses, 90 000 PME, et ça représente aujourd'hui une possibilité pour ces PME d'échanger même en période de crise. Et on dit de temps en temps que c'est une monnaie plus facile à gagner et plus difficile à dépenser. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter votre maison en VIR avec une particularité justement très différente par rapport à ce qu'on nous a présenté sur Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de conversion, c'est-à-dire un VIR égale un franc suisse, mais il est absolument impossible de le convertir. Et donc, c'est bien un système totalement séparé. D'autres systèmes comme le SCEC en Italie ou le Red Tirker Solidario en Argentine, qui a eu un impact assez marginal jusqu'à temps qu'il y ait la crise en Argentine, où là, ça a eu un impact majeur pour permettre aux gens de survivre. Et puis la monnaie est redevenue un épiphénomène par la suite. Alors ces monnaies, évidemment, le côté virtuel a permis simplement de faciliter le développement, et en particulier de monnaies un peu plus ayant des particularités un peu plus nouvelles, un peu plus intéressantes, un peu plus innovantes. Bitcoin en fait partie, de la même manière que OpenUDC, Frycoin, Icon, bref, un certain nombre de monnaies. Et donc je vais essayer de vous proposer d'avoir 3 critères pour essayer d'analyser une monnaie, non pas pour décider il faut oui, non, ces monnaies c'est bien, mais plutôt pour dire nous avons probablement besoin d'innovation monétaire pour faciliter le reste de l'innovation et créer de la valeur, mais nous devons être conscients des risques. Ces 3 critères sont d'abord le poids dans la masse monétaire.
Qu'est-ce que ça représente? Si on fait rien, effectivement, si on interdit toutes ces monnaies-là, eh bien, on n'aura simplement pas d'innovation. Mais est-ce que ça pose un problème par rapport à la politique monétaire, par exemple? Deuxième question, la question de transparence. Alors, on a abordé la question du blanchiment, mais il y a une autre question derrière, c'est celle de la taxation et donc du financement de la collectivité. S'il n'y a pas de transparence, évidemment, on aura un petit problème pour financer la collectivité. Donc, quel est le niveau de transparence ou non? Et troisième aspect, c'est la dérive spéculative. La spéculation est une bonne chose, spéculer, ça veut dire prévoir, mais lorsque la spéculation sur la monnaie devient supérieure à la spéculation sur les biens, effectivement, on peut avoir un problème qui n'est pas limité ni à Bitcoin, ni à des monnaies complémentaires, mais que nous connaissons dans notre propre monnaie actuellement. Et donc, l'autre aspect des risques spéculatifs, évidemment, est dans le change, effectivement, et dans l'instabilité qu'il peut y avoir entre différentes monnaies. Alors, si maintenant je me refocalise un petit peu sur Bitcoin et sur un certain nombre de ces types de monnaies, que je vais qualifier de virtuelles, mais aussi de décentralisées, justement, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur la côté à qui ça appartient, eh bien, la masse monétaire, aujourd'hui, va être limitée, à terme, à 21 millions de bitcoins. Les 4 premières années, il y a 2,6 millions de bitcoins qui sont créés par an, 50 toutes les 10 minutes. Nous sommes dans la 5e année, eh bien, il y en a 2 fois moins maintenant. Et donc, pendant les 4 prochaines années, eh bien, au lieu d'en créer 2,6 millions de bitcoins par an, on en créera 1,3. Et puis, dans les 4 années suivantes, encore moins, jusqu'à temps qu'on arrive à 21 millions de bitcoins. Alors, vous allez me dire, ça représente quoi? Puisqu'il y a une conversion entre monnaies. Alors, j'ai fait un petit calcul. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 12 millions de bitcoins en circulation aujourd'hui, début 2014. Ça représente, au cours actuel, 7 milliards d'euros sur l'ensemble de la planète. Alors ça représente quand même une somme significative, plus significative que le sol violette qui représente à peu près 20 000 euros. Ça représente aussi, si on s'amusait de façon totalement caricaturale à dire tiens, les échanges de la France dans le monde représentent 10%, ce qui est complètement caricatural, eh bien ça représenterait 0,3 pour 1000 du PIB français. Alors c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu. Est-ce que ça a un impact sur les politiques monétaires? C'est une chose à voir. Et la deuxième question qui se pose, c'est que cette valeur de masse change en fonction du cours du Bitcoin. Si je me projette en 2040, moment où Bitcoin aura fini de créer des nouveaux Bitcoins, et donc il n'y en aura plus de nouveaux, avec cette somme fixe. Si je prends le cours d'introduction en 2009, eh bien ça représentait 80 millions d'euros. Donc, somme assez insignifiante. Aujourd'hui, en 2014, ça représente 10 milliards, ça représentera à terme 10 milliards, mais au cours de 2040, je suis évidemment incapable de vous le dire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que sur ce premier domaine, l'impact sur le poids de la masse monétaire, dans l'ensemble de la masse monétaire, pour quelque chose qui n'est pas qualifié de monnaie, mais qui malgré tout a un impact, eh bien, est insignifiant, mais pourrait ne pas le devenir, donc simplement une chose à surveiller. Deuxième aspect, la transparence. Alors, il faut bien comprendre que le côté pair à pair et donc crypté concerne les utilisateurs, les personnes, les agents qui achètent et vendent des bitcoins. Par contre, les transactions elles-mêmes sont transparentes et ouvertes actuellement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de blanchiment, effectivement, on a une petite question qui se pose, c'est pas tellement la transaction qui est importante, mais qui l'émet et qui la reçoit. Donc là, on a une difficulté qui reste à analyser. En termes de, si je reprends mes autres aspects, en termes de taxation et de financement de la collectivité, on pourrait se dire, bah, tiens, finalement, toutes les taxations, c'est super, je les vois, donc je peux taxer, mettre de la TVA, par exemple, dessus, pourquoi pas. Sauf que, évidemment, je ne sais pas les destinataires, et donc je ne sais pas dans quel pays faire la taxation. Donc on a une difficulté qu'on va retrouver de plus en plus souvent dans un monde Internet, d'avoir une taxation nationale, évidemment, avec une question d'outils et de protocoles et d'innovation qui elle-même est de plus en plus internationale. Donc ça pose des questions nouvelles sur lesquelles je ne suis pas là pour donner des réponses, mais plutôt pour essayer d'orienter les questions. Troisième aspect, la spéculation, ou plutôt la dérive spéculative, puisque ce n'est pas la spéculation qui est en jeu, mais la dérive spéculative. Il y a 2 choses qui me semblent importantes, et je terminerai par là. C'est que la première chose, finalement, puisqu'on produit de moins en moins de bitcoin, c'est une monnaie qui, comme le disait mon collègue, est une monnaie rare, mais malgré tout, eh bien, lorsque vous achetez des bitcoins, en 2009, eh bien, vous aviez toutes les 10 minutes 50 bitcoins qui étaient affectés à quelqu'un au hasard parmi l'ensemble. C'est celui dont l'ordinateur faisait le calcul pour les autres. Alors, c'est un système crypté, donc
sécurisé, ça je pense. La question, évidemment, c'est que quand il n'y avait pas beaucoup de monde, eh bien, on recevait plus souvent 50 bitcoins. Et c'est comme ça que la masse monétaire de bitcoin est créée. Et puis maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde sur bitcoin, eh bien, je reçois moins souvent, et non plus 50, mais si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette fois la moitié, puisque depuis le 1er janvier, eh bien, on en est à 25 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc ça veut dire que les premiers entrants sont sur un système, effectivement, où ils sont favorisés par rapport aux nouveaux. Alors, là, il y a un débat actuellement pour savoir si c'est une chaîne de Ponzi ou non. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est clairement pas une chaîne de Ponzi contrôlée. Est-ce que c'est un système qui, malgré tout, favorise les premiers par rapport aux suivants? Ça, c'est quelque chose à analyser. Alors, c'est le premier aspect spéculatif, mais qui est, je dirais, interne à Bitcoin, si Bitcoin était simplement un système fermé sur lui-même, qui permet de faire des échanges en dehors des monnaies classiques, un peu comme le sont certaines monnaies, comme le birr dont j'ai cité, ou des monnaies complémentaires. Deuxième chose, il se trouve que Bitcoin est donc un système qui permet la convertibilité. Il y a donc des bourses, comme on l'a vu avec Premium, des places de marché. Les virements pour être plus sécurisés, effectivement, parce qu'on a un système un peu comme où à partir du moment où c'est fait de façon automatique, oui, de façon automatique, eh bien, on va avoir un système qui va ressembler un peu à l'échange de billets. Eh bien, on n'accepte pas les cartes PayPal, mais on peut effectivement faire des virements. Aujourd'hui, juste un chiffre pour terminer, le système, l'inflation donc de la valeur de Bitcoin par rapport à l'euro est de 900% en 2013 ou de 618% si j'ai repris les chiffres du 17 septembre 2013 à hier, 14 janvier 2014. Donc on voit que d'une part la valeur augmente par rapport à l'euro dans le temps et que le nombre de Bitcoin par contre diminue. Donc deux questions, encore une fois, à se poser en termes de dérives spéculatives. Ce qui me semble très important, et le seul message que j'aimerais vous passer, c'est que nous avons absolument besoin d'innovation et que l'innovation technologique ne suffit plus, l'innovation de service est nécessaire, mais il faut aller plus loin. L'innovation économique dans les modèles économiques, dans les nouveaux modes de financement, comme le financement par la foule, ou comme les monnaies innovantes, ou les mécanismes monétaires innovants sont indispensables, mais il nous faut des critères, comme ceux que j'ai proposés par exemple, pour analyser les meilleures innovations et celles qui nous permettront d'aller dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur scientifique. J'ai très mal présidé, j'ai été très bienveillant, je vous ai laissé parler le double du temps qui était prévu. Bon, il ne faudrait surtout pas que les autres intervenants en fassent une règle générale, bien entendu. Mais c'était très concret et c'est pour cela que je vous ai laissé poursuivre. Alors, monsieur le rapporteur général, qu'est-ce que toutes ces communications, tous ces éléments vous inspirent? Eh bien, Monsieur le Président, moi je trouve que ce sujet est d'une extrême importance. Monsieur Grandval a tout à l'heure évoqué les cartes bancaires et nous a fait remonter 30 ans en arrière. Et pour quiconque se penche sur ce sujet des cartes bancaires, il constatera en relisant les débats de l'époque qu'il y avait plus que des réticences à l'utilisation élargie et systématisée des cartes bancaires. Il y a eu un grand débat dans le monde, il y a eu un grand débat dans notre pays, il y a eu des résistances, il y a eu bien bon nombre d'interventions ici et là qui mettaient en exergue les dangers, les risques que tout ça allait comporter. Et il y avait dans notre pays beaucoup de commerçants qui refusaient les paiements en carte bancaire. Donc on a là un rapprochement qui nous permet bien d'identifier le fait que l'innovation en ce qui concerne les actes économiques et en particulier les actes liés au paiement pose assez naturellement des problèmes et ceci est encore conforté par tout ce qui entoure le sujet aujourd'hui puisqu'on nous a parlé, Monsieur Beau nous a parlé de coffre-fort électronique et vous avez vous-même parlé à l'instant des dérives, des spéculations. Ce sont de nombreux mots qui interviennent à la discussion et qui démontrent, s'il en était besoin, qu'on est au cœur d'une préoccupation qui est fondamentale dans notre société. Mais malgré ceci, malgré ces interrogations, on a le sentiment que cette innovation apporte une réponse positive parce que la théorie économique nous enseigne depuis au moins 50 ans que lorsque l'on améliore la situation sur les coûts de transaction, on crée une dynamique économique porteuse d'avenir.
Et j'ai le sentiment ici que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et tout à l'heure, la question qu'on vous posait, qui sont les bénéficiaires, où tombent les royalties, vous nous avez bien dit que c'est internalisé, que ce sont les acteurs qui eux-mêmes bénéficient de l'amélioration des coûts de transaction et qu'en l'occurrence, c'est dès lors une logique économique tout à fait porteuse d'avenir. Mais pour interroger nos trois intervenants qui vont suivre, je voulais, ayant dit cela, préciser aussi que certains estiment tout de même, et on va aller plus loin dans l'interrogation, que les bitcoins aujourd'hui sont présentés comme la monnaie des mafias, entre guillemets, hein, bien entendu, mais c'est une expression que je n'ai pas inventée. Et dès lors, peut-être, puisque nous sommes ici au Parlement et dans une préoccupation de régulation, bien entendu, pour tout ce qui concerne l'activité économique, peut-être pourrions-nous être mieux éclairés sur quelques sujets importants. Et je m'adresse aux trois intervenants qui vont s'exprimer. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment et pourquoi cette monnaie est utilisée pour le blanchiment d'argent ou pour les transactions de drogue ou le paiement d'armes? C'est quelque chose qui revient souvent dans les choses qu'on peut lire sur ce sujet. Est-ce que le bitcoin a permis le développement des trafics ou bien s'est-il substitué aux monnaies que nous connaissons? Et au fond, derrière bitcoin, il y a aussi d'autres monnaies. Il y a d'autres monnaies virtuelles plus confidentielles qui seraient plus spécialement développées dans le but de servir au blanchiment des activités criminelles. Donc, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, bitcoin? Est-ce que derrière, il y a tout un ensemble de protocoles plus spécialisés qui autorisent d'autres exploitations non vertueuses? Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce point? Et puis, s'agissant du Trésor, peut-être qu'il serait bon qu'on nous éclaire sur les réflexions en cours sur le sujet du bitcoin en France et en Europe, puisque nous avons constaté que les États avaient adopté des attitudes fort différentes vis-à-vis du bitcoin. La Chine a pris des dispositions tout récemment pour un contrôle très étroit de l'utilisation de cet outil. La Thaïlande a mis en place une interdiction d'utilisation et l'Allemagne, de son côté, a, d'une certaine façon, reconnu une forme de statut légal à ce mode de paiement. Et donc, notre questionnement est en définitive le suivant, c'est comment la législation française peut évoluer, en particulier la législation fiscale et financière. Par exemple, est-ce qu'on doit déclarer ces bitcoins à l'ISF? Si on vend un objet contre bitcoin, est-ce qu'il faut lui appliquer la TVA? Et si une start-up pratique le change bitcoin contre euro, est-ce qu'on doit dès lors adopter le statut d'agent de change parce qu'on est dans cette pratique, en définitive, du point de vue concret? Donc, vous voyez, Madame, Messieurs, qu'il y a sur le plan de la régulation nécessité d'une meilleure compréhension de ce que sont tous les ressorts de ce nouveau dispositif qui tente à émerger et que nous comprenions bien aussi en quoi la régulation doit opérer d'une façon tout à fait exigeante aujourd'hui dans ce domaine. Voilà, Monsieur le Président, les questionnements, je pense, qui peuvent guider les propos de nos intervenants. Bien, merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Je partage totalement ces questions. Et je rappelle, au moment de passer la parole à Monsieur Garcia, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, que selon la Banque de France, en 2013, aux États-Unis, une action judiciaire conduite par le FBI et ayant mené à des arrestations a été engagée contre des fournisseurs de plateformes de conversion soupçonnés de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, et que le 2 octobre 2013, c'est donc encore très récent, les autorités judiciaires américaines ont ainsi fermé le site internet Silk Road, site d'acquisition de produits narcotiques en ligne et anonymes, sur lequel s'échangeait une importante partie des bitcoins en circulation.
seul moyen de paiement accepté sur ce site. Alors, Monsieur Garcia, et puis Monsieur Carpentier, est-ce que vous pouvez tout nous dire sur ce sujet en 5 minutes chacun? Monsieur le Président, merci. Tout vous dire, beaucoup sans doute, en 5 minutes, plus difficile. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est toujours une grande joie et beaucoup d'émotion pour un si petit service d'être devant la représentation nationale et de s'exprimer sur un si vaste sujet. Je suis assurément la dernière roue du carrosse par rapport aux représentants de Bercy, ici présents. Et en même temps, probablement, sans offense, celui qui est le plus au contact de la réalité. Merci d'avoir terminé votre propos en citant cette remarquable affaire Silk Road. À la fin de l'année 2013, il s'est passé quelque chose en France qui évidemment n'a rien à voir avec Silk Road, en ceci qu'il n'impliquait pas autant de services et autant de monde qui sont intervenus aux États-Unis, et en même temps qu'il visait une cible infiniment plus humble que Silk Road. Nous avons la DNRED et spécialement Cyberdouane. Je vous ai amené le chef de Cyberdouane ici présent pour que vous le voyez. C'est à la fois le chef et l'essentiel du service de Cyberdouane, puisque c'est une poignée de personnes au sein d'un service de la DNRED qui fait 700 personnes et dont notre ministre répète à l'envi que s'il est essentiel, il n'est pas prioritaire. En décembre 2013, nous avons réussi, Cyberdouane a réussi, et les services de la DNRED, avec l'assistance de Pemium, à procéder à l'arrestation d'un trafiquant de stupéfiants qui vendait un produit qu'on appelle le speed sur Internet et qui se faisait payer en bitcoin. C'est-à-dire qu'avec l'argent de l'État, la DNRED a acheté des bitcoins et est intervenue sur le deep web pour procéder à l'achat grâce à la loi modifiée par la représentation nationale qui nous a permis ce coup d'achat. La DNRED a acheté une petite quantité de speed sur Internet avec des bitcoins. Et comme fait toujours la douane, et principe de réalité, nous travaillons sur la marchandise. L'argent est ce qui nous aide à appréhender la marchandise. Nous avons tracé cette marchandise qui nous a permis d'intervenir dans les locaux de la personne qui était un excellent geek, quelqu'un qui maniait bien et qui travaillait bien sur Internet et qui avait ainsi perçu tout l'intérêt qu'il y avait à travailler sur ce que l'on vient d'expliquer qu'est Bitcoin. Voilà. Alors, ce que je dis est vérifiable. Aujourd'hui, la personne est mise en examen et, bien entendu, comme toujours, la douane a passé le relais à la police judiciaire, le procureur ayant estimé que cette affaire, pour emblématique qu'elle était, relevait de la compétence de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Je ne sais pas si mes 5 minutes sont dépassées. J'aurais juste parlé du risque. Le risque aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire pour la douane et spécialement pour la DNRED, il est clairement sur les trafics d'espèces. Le premier risque aujourd'hui, ce sont les espèces. C'est la monnaie et c'est l'argent. Nous sommes toujours à la remorque d'un élément légal ou d'un élément réglementaire qui nous permette de mieux pénétrer les échanges d'espèces, et sans échanges internationaux et échanges nationaux, malgré les lois qui imposent des transactions commerciales par d'autres moyens, des chèques ou des cartes. Il y a toujours ce risque essentiel présenté par les espèces. Le sujet de la monnaie virtuelle, et spécialement du Bitcoin, pour moi, il est de l'avenir et de l'anticipation. Je pense que les dirigeants des grandes entreprises de fraude aujourd'hui sont de ma génération, de notre génération, ou de celle immédiatement qui suit. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas familiarisés et qui n'ont pas forcément confiance. Le problème pour les trafiquants, le problème du Bitcoin aujourd'hui est essentiellement la volatilité de la devise. Ce sont des gens qui sont attentifs à avoir des monnaies qu'ils peuvent stocker, qui vont parfois mettre longtemps à utiliser ou à dépenser. Avec le Bitcoin, le risque, et avec les monnaies virtuelles, le risque est évident. Il y a ce risque-là. Mais je crois que, et le travail de Cyberdouane, et le travail que nous faisons, et l'intérêt que nous avons à développer des contacts avec les échangeurs tels Pemium, c'est de préparer l'avenir et de l'anticiper. Et de l'anticiper peut-être mieux que nous n'avions anticipé la fin du contrôle d'échange en 88 et 89. Sans offense, je rappelle que la loi de 90 qui fonde Tracfin a été créée au sein de la Direction générale des douanes et que les premiers personnels de Tracfin étaient des douaniers. Afin de ne pas se trouver dans l'absence d'anticipation, nous investissons beaucoup dans la connaissance des monnaies virtuelles. Et à cet égard,
vous avez bien compris que nous ne pourrons entrer dans ce dispositif très opaque, que par les échangeurs, que par les gens qui vont permettre, fournir, stocker ces bitcoins. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comme vous le savez, le Sénat, en ce qui concerne les moyens d'enquête et d'investigation, a très largement joué son rôle, notamment dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative, et nous sommes en effet très conscients de la nécessité de ne pas désarmer l'État au moment où les zones de risque sont particulièrement préoccupantes. Alors je me tourne vers M. Carpentier, directeur de Tracfin, qui n'est plus au sein de la Direction générale des douanes, mais bon, ceci ne l'empêche certainement pas de faire un travail efficace. Je ne sais pas. Si mon collègue est la dernière roue du carrosse, moi je ne suis que la roulette. C'est encore pire. Bon, je vais avoir un propos forcément, en tout cas prudent, et je ne dissimule pas, légèrement inquiet sur le sujet. Le sujet des monnaies virtuelles, tout d'abord, je voudrais non pas rebondir, mais saluer la clarification des concepts faits par M. Cornu, parce que je crois que c'est difficile de parler des monnaies virtuelles en général. Il y a plusieurs monnaies. La problématique du Bitcoin n'est pas la problématique de Liberty Reserve, c'est pas la problématique d'autres monnaies que je ne citerai pas ici forcément. Ce n'est pas la problématique des systèmes d'échange locaux. Donc il y a une vraie difficulté à englober sous un chapeau identique des problématiques qui sont très différentes, mais avec quand même une caractéristique commune, je reconnais, ce sont des systèmes qui se sont inscrits en parallèle d'un système qui, jusqu'à présent, avait, au moins en France et quand même dans la majorité des pays développés, un monopole de fait, qui était la monnaie légale émise par les autorités centrales. Et nous constatons depuis quelques années le développement de systèmes parallèles qui, dans un certain nombre de cas, étaient vraiment des systèmes très des épiphénomènes qui étaient d'ailleurs parfois extrêmement sympathiques. Je pense notamment au système d'échanges locaux qui ne soulevait pas tellement de difficultés, qui étaient aussi, je rappelle que c'est l'origine des monnaies virtuelles, qui étaient d'abord et avant tout des systèmes inscrits dans des communautés, notamment de gamers, dans des jeux en vidéo. À l'origine, la plupart des monnaies virtuelles naissent de ces systèmes liés à un certain nombre de plateformes de jeux vidéo. Mais il est vrai que depuis quelques années, nous voyons émerger, au-delà de ces cercles fermés de communautés de gamers ou de différents cercles virtuels ou réels, nous voyons émerger des vraies monnaies. Alors, Tracfin a eu l'occasion probablement parmi les premiers, je crois, au sein de l'État, de s'intéresser à ces questions-là. Nous en avons déjà fait une première analyse lors de notre rapport annuel, si mes souvenirs sont bons, en 2011. Oui, c'est ça, notre rapport annuel 2011, puisque nous avions à l'époque déjà fait un premier groupe de travail sur la question, où nous avions eu l'occasion d'appeler l'attention des différentes autorités qui ont l'heure de lire ce rapport sur les problématiques liées à ces questions. Nous sommes actuellement en train d'animer un autre groupe de travail qui réunit les pouvoirs publics, les parties prenantes nécessaires des pouvoirs publics dans ce domaine, afin d'essayer de mieux comprendre les évolutions. Le système évolue extrêmement vite et donc il faut se tenir au courant. Alors à partir de là, nous on est forcément relativement inquiets, puisque le constat il est assez simple. Depuis 1990, l'ensemble des pouvoirs publics internationaux, sous l'égide notamment du GAFI, a mis en place un certain nombre de règles de transparence et de contrôle des transactions financières. L'idée générale était, nous libéralisons les flux financiers, nous rentrons dans un monde où il y a en principe la liberté de circulation des capitaux. Cette liberté de circulation des capitaux est contrebalancée par un dispositif de surveillance de ces flux de capitaux afin de s'assurer que cette libéralisation est utilisée à bon escient et non pas à mauvais escient. Donc c'est la création du GAFI, c'est la création d'un ensemble extrêmement complet de normes qui s'imposent à toute une série d'acteurs sur les systèmes de paiement. Or, de fait, nous voyons dans les dispositifs nouveaux qui apparaissent, nous voyons s'inscrire quelque chose qui est forcément complètement dans le black hole et dans la légale, je ne vais pas dire dans l'illégal, mais dans la légale. Nous n'avons pas intégré cela dans la régulation. Alors,
je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition, mais les problématiques sont beaucoup plus larges que les problématiques de lutte contre le blanchiment. Vous avez très largement évoqué, par exemple, les problématiques fiscales. Quel est le statut d'un compte en bitcoin détenu à l'étranger? Mais je ne suis pas sûr que ça ait le moindre sens de dire détenu à l'étranger. Quel est le sens de détenir à l'étranger un compte en bitcoin? Ça n'a pas de sens. Quel est le statut ISF? Quel est le statut de la TVA? Comment enregistre-t-on en comptabilité une transaction? Mais que dis-je en bitcoin? Mais ça peut être en Liberty Reserve, ça peut être en n'importe quelle autre monnaie virtuelle. Il faut se rappeler qu'il y a d'autres monnaies. Donc tout cela, ce sont des problématiques qui restent très largement à ouvrir. Et quelles sont les obligations de vigilance des établissements? Comment doit-on surveiller? Est-ce que là où votre banquier va vous poser des questions, parce qu'il est obligé de le faire, sur le dépôt en espèces ou sur un retrait en espèces ou sur telle ou telle transaction, comment va-t-on quand même trouver une certaine équivalence sur ce type de transaction en monnaie virtuelle? Comment va-t-on assurer l'équité concurrentielle entre les différents acteurs? Nous imposons aux acteurs soumis à la régulation financière un certain nombre de coûts pour surveiller ces transactions. Il y a des personnes, il y a des emplois qui sont payés à temps plein à surveiller, pour le compte de la collectivité publique, les transactions dans le monde régulé. Peut-on envisager qu'un monde à réguler s'inscrive sans ces coûts, en ayant les bénéfices mais sans les coûts? Ce sont des questions que je pose. Je ne me permets pas de répondre. Hein. Il y a les autorités ministérielles et le Parlement sont là pour répondre. Mais je ne fais que poser toutes ces questions. Je ne veux pas être trop long, donc voilà un peu le paysage que je fais. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un domaine dans lequel nous voyons par construction extrêmement peu de choses. Pour reprendre une image que je fais souvent devant le Parlement, le dispositif de contrôle des flux financiers, c'est un dispositif qui fonctionne sur des radars fixes et mobiles. C'est un peu comme le contrôle de la vitesse. Les radars actuellement sont posés sur un certain nombre de routes. Il se trouve qu'il y a une autre route qui est construite en parallèle sur laquelle il n'y a pas de radar. Donc je suis incapable de vous dire s'il y a ou pas des excès de vitesse. On n'a pas mis de radar. Donc la question de savoir s'il y en a ou pas, je n'en sais rien. Alors de temps en temps quand même, nous avons vu 2-3 choses. Vous me pardonnerez d'être relativement discret sur les affaires en cours. Nous avons eu des sujets qui, soit directement, soit indirectement, touchent à la monnaie virtuelle, qui sont soit en cours d'examen au sein du service. Pour quelques affaires d'entre elles ont été transmises à l'autorité judiciaire pour examen plus approfondi. Par ailleurs, nos relations internationales nous permettent effectivement d'être en lien assez étroit avec un certain nombre de pays qui ont peut-être un temps d'avance sur ces questions-là et qui commence quand même depuis quelques mois à manifester une réelle inquiétude sur cette économie, je ne vais pas forcément dire noire au sens négatif, mais en tout cas ignorée, qui s'inscrit actuellement dans les monnaies virtuelles et qui, selon toute probabilité, a maintenant dépassé le stade du pur anecdotique dans lequel nous étions encore il y a quelques mois. Je ne vais pas forcément dire que c'est du macroéconomique, mais nous sommes au-delà de l'épaisseur du trait, probablement. Je répondrai à vos questions après, mais je crois que j'ai été suffisamment long. Merci infiniment, monsieur le directeur, pour votre approche lucide. Bon, je crois qu'on peut partager vos questions. Bon, on espérerait dans cette audition aller un peu plus loin que la formulation des questions, n'est-ce pas? Parce que bon. Et maintenant, je vais me tourner vers madame Delphine Lamarzit. Donc, à vous la motion de synthèse. C'est très difficile, parce que soit on apparaît comme hostile à l'innovation, et bien entendu, on est voué aux gémonies du monde d'aujourd'hui. Hein, c'est un grand péril, surtout au Sénat. Soit on a une approche particulièrement libérale et allante sur le sujet, mais bien entendu au risque de tomber dans tous les travers qui ont été évoqués par vos prédécesseurs. Alors, quelle est votre ligne? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, entre les roues du carrosse et les roulettes, je ne sais pas ce que je peux dire, la seule femme peut-être. Voilà. Je m'en sors par une pirouette. Susciter naturellement la sympathie. Vous êtes tous muets. Voilà. Alors effectivement, la motion de synthèse est difficile. Je crois que les points ont été posés, notamment tout à l'heure. Une des vraies questions, et je crois qu'elle n'est pas encore tranchée, c'est y a-t-il un intérêt spécifique de ces monnaies virtuelles en termes de coûts de transaction? Aujourd'hui, elles se présentent avec moins de frais.
Donc il peut y avoir un intérêt sonnant et trébuchant pour les utilisateurs et pour les commerçants. Mais en contrepartie, un certain nombre de frais qui ne sont pas forcément monétaires, du type sécurité, plus grande sécurité informatique, etc., ce type de choses, le besoin d'avoir une double transaction. Donc je pense que là-dessus, le potentiel développement du marché pourra nous dire si il y a un véritable effet concurrentiel en tant que moyen de paiement au sens non juridique du terme, puisque c'est effectivement pas un moyen de paiement au sens du code monétaire et financier, puisque tout commerçant peut le refuser. Il y a aussi un intérêt en tant que tel, effectivement, qui n'est pas celui qu'on souhaite, outre un aspect purement libertarien sur lequel je ne m'étends pas, mais qui est effectivement un intérêt pour des personnes qui auraient des choses à cacher. Donc ça, c'est pas quelque chose qui nous paraît générer des externalités positives, évidemment. Et puis, un deuxième point qui est important, c'est que l'aspect spéculatif du Bitcoin, qui est lié à sa rareté et qui est lié au déséquilibre entre l'offre et la demande et l'absence de moyens disons, le déséquilibre entre ceux qui les recherchent aujourd'hui et l'usage qu'on peut en faire, et les vendeurs, pardon, limite en fait le développement du Bitcoin dans l'ensemble des caractéristiques de la monnaie. Et donc ça, il faut en se rendre compte. Et le paradoxe, c'est en partie à cause de cette très forte volatilité qu'aujourd'hui le Bitcoin n'est probablement pas une menace pour la stabilité financière, puisque son développement est limité par cela. Alors évidemment, du point de vue des pouvoirs publics, ça implique une action qui est importante pour les utilisateurs, un commerçant, de compréhension de cette volatilité et de ce risque. Comme ça a été dit tout à l'heure par Denis Baud, la convertibilité n'est pas garantie. Il y a un risque opérationnel, effectivement, en cas de hacking, etc. Mais tout simplement, il y a un risque de volatilité. Donc là-dessus, il est nécessaire d'avoir une sensibilisation. Ça a déjà été en partie fait, notamment au niveau européen par l'autorité européenne bancaire, l'EBA, qui avait effectué une alerte au mois de décembre. Et dans les paradoxes et les problématiques auxquelles on va être confronté, c'est que plus on va clarifier les choses et les sécuriser, plus on va évidemment permettre une meilleure diffusion de ces monnaies virtuelles. Donc il y a là-dessus une tension classique d'ailleurs entre avoir quelque chose qui est peu sécurisé, sur lequel on avertit et on sait que c'est comme ça que ceux qui sont là-dedans sont des joueurs, et puis quelque chose de plus sécurisé. Ça, je ne sais pas. Alors, si je rentre un peu plus, j'essaie de rentrer plus dans le si j'essaie de rentrer plus, peut-être dans des, pas encore des réponses, j'en ai peur, mais peut-être des orientations. La question d'une interdiction absolue, je pense qu'elle a du mal, je ne sais pas si c'est moi qui fais ça, elle est difficile à poser en tant que telle, puisque on ne voit pas dans quelle mesure on pourrait interdire quelque chose qui serait de l'ordre du troc entre agents privés selon des modalités libres, ou alors on va très loin dans le contrôle sur l'activité, donc je ne sais pas si on irait assez loin. Ce qui est possible, évidemment, c'est d'intervenir en imposant des obligations, et puis la piste la plus opérationnelle, c'est probablement le lieu de rencontre entre ces monnaies virtuelles et la monnaie légale, et c'est là en particulier... il y a une décision de justice récente qui a confirmé que les plateformes qui font la conversion en monnaie légale, en euros, sont tenues d'avoir un statut de prestataire de services de paiement. Monsieur le rapporteur général, vous avez employé le terme d'agent de change. Je pense que le terme qui, visiblement, est celui qui est le plus adapté, c'est celui de prestataire de services de paiement, qui est un des statuts qui n'est pas établissement de crédit, mais qui est un statut spécialisé, si vous voulez. Vous pourrez nous donner, voilà, s'il vous plaît, les références précises de cette jurisprudence. Si j'ai le temps de les chercher, je pourrais vous les donner tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important. Alors évidemment, ça ne veut pas dire là-dessus on capture tout, puisqu'il peut y avoir ça peut être confirmé par d'autres en Bitcoin, des transactions purement privées, de gré à gré, et qui ne sont pas converties, pas sur des plateformes. Et donc évidemment là, on n'a pas un filet complet. Comme je l'ai dit, il y a un impératif de sensibilisation. Et puis évidemment, une question importante qui est celle du risque de blanchiment, qui n'est pas... Je crois que la traçabilité, les techniciens du Bitcoin pensent qu'elle est possible puisqu'il y a une traçabilité des transactions. Le problème, c'est que si personne dans ce système ne demande l'identité de la personne qui est derrière la transaction, la traçabilité, elle est utile d'un point de vue technique, elle n'est pas utile d'un point de vue de lutte contre le blanchiment. Et donc c'est là qu'avec l'intersection des plateformes de services de paiement,
on peut au moins capturer une partie de la problématique si on a des acteurs, et tout à l'heure M. Grandval nous a expliqué que la plateforme et l'établissement de crédit qui tient le compte effectue ces diligences. Voilà. Donc c'est un point important. Ces questions, elles sont débattues au niveau international, et des lignes directrices du GAFI sur les nouveaux moyens de paiement qui datent maintenant un petit peu, qui probablement mériteraient d'être relancés. Un groupe de travail interservice que Jean-Baptiste Carpentier a mentionné, auquel nous participons. Sur le plan fiscal, alors c'est une compétence qui n'est pas celle de la Direction générale du Trésor. Les travaux sont en cours en lien entre la direction de la gestion fiscale et mes équipes. Je pense que les questions que vous posez sont toutes pertinentes. J'ajouterais celle du revenu de ceux qu'on appelle les mineurs, qui fabriquent les bitcoins, en fait, si j'ai bien compris, pas uniquement sur la base d'un protocole inutile, mais bien parce que leur contribution est de faire fonctionner le système en assurant la sécurité des transactions grâce aux modalités de calcul. Mais donc, avec ceci, ils ont un revenu qui leur est versé en émission de Bitcoin. Donc, toutes ces questions sont pertinentes. Il n'y a probablement pas d'ensemble vide, puisque chaque revenu peut probablement être défini, mais il y a un effort de définition à faire. Et je crois qu'un certain nombre de particuliers ont posé des questions concrètes en disant, voilà, spontanément, j'ai eu tel revenu en Bitcoin, que dois-je faire? Donc ces questions sont à l'étude. Et puis il y a évidemment une question délicate qui est celle du contrôle, de la capacité à identifier, puisque dans certains cas, ça peut rester dans une sphère que Jean-Baptiste Carpentier qualifiait d'allégale et qui n'est pas évidente, non seulement à identifier, mais même à définir. Voilà. Donc ces questions-là sont à l'étude, et nous reviendrons vers la direction de la législation fiscale pour avancer sur ces sujets. Merci beaucoup, Madame le chef de service.